Je voudrais tout d'abord remercier en fait les professeurs Jean-Noël Robert et François Massé qui, dans les deux sens du terme, me supportent depuis plus de 2 décennies. Donc, je suis très heureux qu'ils m'aient donné l'occasion de m'exprimer sur un texte qui, a priori, ne s'imposait peut-être de manière moins évidente quand on parlait un peu de ces textes sources. À leur nom, j'aimerais associer, hélas, le nom de 2 personnes qui avaient pleinement leur place aujourd'hui ici. C'est le nom d'André Topia, que je pense François Massé et Jean-Noël Robert connaissent, qui était l'un des plus grands spécialistes de Joyce et qui a énormément travaillé sur ces questions de langue, de réinterprétation du texte joycien, et le nom de Seamus Heaney, qui a été prix Nobel littérature, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de poésie à Oxford, et qui cette année, pour le 100e anniversaire de l'insurrection de Pâques en 1916, et donc la naissance de la République d'Irlande, vient de publier une traduction du chant 6 de l'Énéide, et qui est aussi une méditation sur le devenir irlandais. Pour donner une petite idée, elle a été jusqu'ici tirée, mes sources datent de la semaine dernière et du Irish Times, à 350 000 exemplaires. Il faut se méfier. Non, en anglais, une traduction en anglais, mais où on sent effectivement affleurer le gaélique. Oui. Donc, j'en viens, vous m'excuserez, j'ai comme un problème de lunettes, finalement, j'en passerai peut-être totalement. Et je ne voudrais pas oublier dans les remerciements, on le fait trop souvent, et puis comme ça me permet de le dire, je voudrais remercier aussi tous les étudiants auprès desquels j'ai tellement appris pendant ces années, qui m'ont supporté, là aussi dans les deux sens du terme, pendant cours et séminaires, et sans lesquels cette communication n'était pas possible. Donc mes remerciements vont à eux aussi, et qu'ils sachent que je ne les oublie pas. L'un des textes les plus importants pour étudier les rapports entre la littérature chinoise, en langue classique comme en langue vernaculaire, et celle du Japon à l'époque moderne, est à n'en point douter, par sa qualité et sa place dans ce que l'on reconnaît aujourd'hui comme les classiques des lettres nationales, le recueil d'Ueda Akinari, 1734-1809, qui s'appelle en fait Conte de pluie et de lune, ou Conte de la lune vague à pluie à la pluie, pour ceux qui connaissent plus la version ou l'adaptation cinématographique qui en a été faite. Celui-ci, je vais le dire très rapidement, pour en faire un portrait, était un philologue dans la tradition des études nationales, Kokugaku, qui a été évoqué tout à l'heure, un sinophile, un antiquaire, un amateur de thé, en feuilles particulièrement, sencha, un controversiste redoutable et un maître ironiste au sens quasi swiftien du mot. C'est un trait un peu rare dans la littérature japonaise. Il a quand même connu une vie conjugale à minima. Ce fut un grand solitaire, misanthrope, atrabilaire, fuyant le monde et le bruit. Après 5 années de réflexion et de vicissitudes diverses de l'Ugetsu Monogatari, donc, sa publication en 1776 inaugure, bien qu'elle a été précédée d'autres ouvrages similaires de moindre renom, un âge nouveau de l'inscription de la prose japonaise dans la langue japonaise, de la prose chinoise dans la langue japonaise, au sein d'un genre nouveau connu sous le nom de yomiron, le livre à lire, c'est-à-dire, pour se remettre aux définitions contemporaines, des livres où la part de texte l'emporte sur l'image. Aucune œuvre, vous l'avez peut-être vu dans le résumé, n'a demandé à son auteur plus de soins dans sa préparation. Et son influence, c'est les auteurs de divertissement, donc on appelle, c'est la traduction que j'utilise pour Gesakusa, figure de dilettantisme lettré pour nombre d'entre eux, écrivains populaires pour les autres, a abouti au texte le plus célèbre parmi les yomiron, La vie des Wishian Satomi Nanso, Nanso Satomi Hakkendeng, composé entre 1814 et 1842. C'est de celui-ci dont je devais parler aujourd'hui, et j'ai triché évidemment complètement en parlant d'autre chose. Ugetsu Monogatari, au-delà d'Akinari, a inspiré plusieurs écrivains modernes. Je mentionnerai le nom, cher professeur Robert, de Kodaro Han, dans la première partie d'une nouvelle de 1892, Futsuka Monogatari, donc Kono Ichinichi, qui reprend une nouvelle de l'Ugetsu Monogatari et qui essaie, par un déploiement de virtuosité stylistique, parfois plutôt pesant qu'heureux, de dépasser en fait, ce qu'a réussi à faire Akinari et sur lequel je vais revenir. On pourrait aller jusqu'à Izumi Kyoka, qui a été un admirateur de l'œuvre, dont il sut s'inspirer sans doute avec plus de subtilité, du moins avec des voiles plus directs, sans jamais sombrer dans le pastiche. Enfin, et c'est un phénomène qui n'a pas été abordé ce matin, je le crois, ou alors peut-être ai-je dormi, il a trouvé une nouvelle vie dans cette forme curieuse d'industrie, alors je ne veux pas dire hiéroglossique, mais je laisse ensuite Jean-Noël Robert et à François Massé le soin d'employer, ou koinéglossique, on pourrait dire, sur lequel il reviendra un jour de s'intéresser au Japon, les traductions des classiques en japonais moderne. C'est l'un des genres les plus populaires en librairie depuis une 40aine d'années. Donc, les Contes de pluie et de lune, ou le Ugetsu Monogatari, a été traduit par plusieurs écrivains majeurs de la seconde moitié du XXe siècle, des versions les plus remarquables, notamment dans ses choix stylistiques fidèles à l'esprit du singulier génie linguistique d'Akinari et celle d'Ishikawa Jin,
qui est grand connaisseur de littérature, digne héritier en esprit de la seconde moitié de l'époque d'Edo, et qui paraît en 1956 sous le titre Shinshaku Ugetsu Monogatari, donc une nouvelle interprétation des contes de pluie et de lune. Elle a inspiré d'ailleurs un essai célèbre à Mishima Yukio qui s'appelle Ugetsu Monogatari Nitsuite à propos des contes de pluie et de lune. Autre traduction, je passe très très vite, c'est celle de la romancière Enshi Fumiko, 1905-1986. Tout le monde connaît sa traduction sur du Genji Monogatari, mais elle essaie d'opposer à travers Akinari un héritage misogyne issu du bouddhisme, une sorte de pouvoir libérateur qui serait celui des religions locales, plus précisément les formes de chamanisme féminin, en termes de désir sexuel, capacité à surmonter la domination masculine et de justification littéraire de la vengeance des femmes. Ceux qui ont lu l'un de ses chefs-d'œuvre, qui s'appelle Onnamen, Masque de femme, qui est lié au No, publié en 1958, ils verront que, notamment dans l'usage des caractères, mais aussi la construction de l'histoire, quelques survivances modernes du chef-d'œuvre d'Akinari. Donc, je passerai rapidement, mais on est toujours fait obligé de faire un peu d'égo-histoire. Donc, il y a 30 ans, tandis que je songeais, je me demande encore si j'ai renoncé à cet attachement, pour utiliser le vocabulaire bouddhique, à affronter les dernières épreuves qui restaient à franchir pour commencer une carrière d'anglicisme. J'ai commencé l'étude, pour calmer ou propicier les âmes de mes collègues, j'ai commencé d'abord l'étude du chinois en 85, puis le japonais en 86. Ça s'est avéré lourd de conséquences, la première étant que je me retrouve devant vous ce jour. 2 livres ont joué un rôle décisif à cette époque, dans ce qu'il faut bien appeler ma conversion, ou, pour reprendre les mots qu'aurait sans doute utilisé André Topia, ma trahison. Le premier a été celui, exploré d'abord dans la traduction magistralement commentée de Bernard Franck, le Konjaku Monogatari Shu, donc somme d'histoires qui sont maintenant du passé. M'a suffisamment marqué pour que j'envisage à un moment de me consacrer seul ou collectivement à sa traduction complète. Je n'ai pas encore totalement abdiqué. Et indirectement, il m'a inspiré une thèse sur les formes de l'ascétisme bouddhique. Thèse dans laquelle figure aussi, curieusement, en fait, un passage, enfin, un conte des contes de pluie et de lune ou Glugetsu Monogatari. Donc, ce livre, le Konjaku Monogatari, était le premier livre. J'ai éprouvé un enthousiasme sans mélange et qui ne s'est jamais démenti au fil des ans, des thématiques de recherche, des institutions. La vie sans larmes telle qu'on la pleure, comme aurait dit Beckett. Dans son ordre, finalement, quand est arrivé l'Ugetsu Monogatari, 1776, ça a été pour moi une sorte de déclaration d'indépendance que je devrais bien un jour accepter de célébrer. Je me souviens très bien de l'édition de poche japonaise, Ugetsu Monogatari Gendaigo Yakutaisho, donc où il y avait le texte en japonais moderne et le texte classique en regard, qui était publié chez Obunsha en 1979. C'est le premier livre japonais que j'ai eu, je dois toujours avoir, je ne sais pas trop où, mais... et qui m'a permis, avec les béquilles de la traduction en langue moderne, venant d'être opéré du ménisque, je me rends compte à quel point cet accessoire est utile, et à l'époque, je peux vous assurer, on avait besoin des 2 pour lire, et les notes suffisamment abondantes de la traduction française, ainsi que la traduction française, pour ne pas me perdre, de passer un été entier en la compagnie de ce classique. Depuis, je n'ai cessé de m'intéresser à ce livre, d'en collectionner les éditions commentées et critiques, celles d'époque d'Edo, et au-delà de lui, de suivre avec toute l'exhaustivité possible les résultats de la recherche japonaise. Ceci invite toujours à la modestie, à la personnalité, à l'œuvre de son auteur. Si j'ose une comparaison, je ne devrais pas, tout à fait déraisonnable à première vue, le Konjaku Monogatari Shu m'a conduit du côté de Bernard Franck, si on passe l'image proustienne, et les contes de pluie et de lune, ou l'Ugetsu Monogatari, peut-être de ce qu'on pourrait appeler le côté de Simon Lès ou de Pierre Rickmans, lettrés sinologues dont je ne prononce qu'en tremblant le nom dans cette institution. Toute disproportion gardée, Akinari lui ressemble par un esprit non conformiste, indépendant, aussi à l'aise dans la peinture, la calligraphie, l'écriture, tout entier dévoué, faute d'être membre de la noblesse de naissance, à l'aristocratie de l'esprit, désireux de conserver une liberté souveraine, loin de tout esprit de brigue et de breloque, de la tentation de la réussite commerciale ou de la politique qui lui faisait horreur. Donc, si mes recherches m'ont conduit de l'époque classique et médiévale au temps moderne, des sentiers balisés à d'autres parcours plus excentriques, des ascètes bouddhistes lettrés, de l'histoire des religions à l'histoire de l'art, c'est à ce recueil de contes que je me dis maintenant, rétrospectivement, je le dois. Il faut bien que je dise ce qui était un peu Akinari, donc vous me passerez un portrait très rapide. J'avais prévu une partie sur, en fait, vous évitez en cette heure préprandiale de vouloir partir immédiatement. En tout cas, pour dire simplement, en fait, il y a des évolutions économiques qui se passent au Japon qui conduisent au XVIIIe siècle et qui vont amener, en fait,
un déclin de la région qu'on appelle Kamigata, donc qui est Kyoto et ce qui est autour, et un transfert des centres de l'activité littéraire, pas seulement à Osaka, mais surtout vers Edo, en fait l'actuel Tokyo. On va quand même assister à la venue à maturité d'une génération d'antiquaires, de philologues, de sinophiles, qui, influencés par le Zhuangzi, donc, les heures oisives, le Tsudezu Legusa, se sont définis comme des excentriques, des personnes à manie, ou, comme Akinari le disait de lui-même, noramono, donc un oisif débauché, sachant qu'il incluait les études dans sa débauche, sans exclure pour autant la débauche au sens plus strict. À cette marche vers l'est des arts et des lettres, donc ce que les Japonais appellent Bungei Tozen, le phénomène reste mal compris. Reste que pour Kyoto et pour Osaka, il faut l'entendre comme un automne, au sens que le grand historien néerlandais Huizinga a pu donner à ce mot dans son maître livre de 19. C'est l'automne d'une sorte de littérature raffinée de la capitale. L'automne vient, l'automne est là d'ailleurs, c'est le sens du prénom Akinari. Mais il ne faut pas le voir de manière pessimiste. En fait, les marchands, une fois que leur fortune va être assise depuis les Genroku, se mirent à s'enthousiasmer pour les formes les plus diverses de culture et d'érudition. Dans une tradition que l'on pourrait presque qualifier d'américaine, ce patricien marchand est devenu l'un des principaux acteurs culturels du temps, plus dynamique que l'aristocratie souffreteuse, qu'une part du clergé repu et que les guerriers administrateurs. Donc, Akinari symbolise parfaitement en fait, cette arrière-saison japonaise. J'évoque brièvement sa biographie, ou je préfère dire sa vie d'ailleurs. Ce n'est que dans la première partie des années 1770 qu'il a pris le nom Akinari, donc qu'il a fait passer à la postérité. Ces années correspondent d'ailleurs à celles de la rédaction de Contes de pluie et de lune. Il est né en 1734 à Osaka et son premier prénom est Senjiro. Il grandit dans une famille de négociants en papier et en huile à Osaka, élevé par deux marâtres. Curieusement, ça se passe très bien. De sa vraie mère, on ne sait rien, sinon qu'elle l'a abandonné dans sa 4e année. Il n'a jamais connu l'identité de son véritable géniteur. On pense d'ailleurs qu'on lui a caché certains détails sur la vie de sa famille. Il est atteint dans sa 5e année par la variole, donc toso en japonais, qui le laisse handicapé. Le majeur de sa main droite et l'index de sa main gauche demeurent atrophiés. J'ai amené ici un petit catalogue de calligraphie d'Akinari qui peut peut-être donner, enfin, ça fait envie, ou j'espère que ça ne vous forcera pas à vous automutiler pour essayer de l'imiter. Et il signe ces textes, je vous laisse regarder les images, vous verrez pourquoi je montre ça en même temps. Il signe ces textes Senshi Kizing, qu'on peut traduire l'excentrique au doigt coupé, ou plus exactement l'excentrique au sécateur, un outil de jardin, donc Kibasami, qu'il a manié avec une sorte de le génie d'un tueur en série dans un film américain. Et pareille signature, d'ailleurs, ça atteste d'un esprit d'autodérision, mais au-delà de ça, d'un traumatisme d'un orphelin en deuil de ses parents, et, je le cite, de constitution faible et peu doué pour se mêler au monde. Donc, malgré ce côté-là, son père, qui est très lettré, qui est un marchand éduqué, lui fait fréquenter le Kaitokudo, donc, qui a été un véritable centre de formation, ce que j'ose appeler, entre guillemets, des lumières japonaises. Akinari en a été un illustre représentant, et le Kaitokudo enseignait surtout aux élèves à se méfier des savoirs invérifiables. Par exemple, le bouddhisme, certains mouvements de spiritualité populaire tels le Shingaku, l'étude du cœur, mais aussi de la religion locale. Si on osait la comparaison, on pourrait comparer cette institution à une école de commerce moderne, les belles lettres en plus. Incapable de s'en tenir donc à cette orthodoxie néo-confucianiste qui ne l'inspire guère, Akinari va inscrire son œuvre, décrit dans son œuvre bien sûr différentes écoles de bouddhisme japonais. Sa propre femme entre en religion en 1790 et lui reste très proche des milieux du zen. Donc, il a vécu au Nanzenji, une première fois en 1794, puis ensuite de 1806 à 1809 jusqu'à sa mort dans le temple du Zholiang. Toutefois, d'un bout de sa vie à l'autre, il conserve une distance critique à l'endroit du bouddhisme dont il se moque souvent avec talent. Le même constat vaut évidemment pour la religion locale ou ce que l'on pourrait dire les différents courants du Shinto. Je vais peut-être fâcher quelques personnes dans l'auditoire, mais je ne peux pas ne pas mentionner, quand on mentionne Akinari, sa querelle avec Motoori Norinaga, donc figure de proue des études nationales ou, pour rester fidèle au terme Motoori lui-même, Kogaku des études anciennes. Je n'entre pas dans les détails, mais leurs différends a porté sur des questions aussi diverses et complexes, la phonologie de la langue ancienne, la mythologie, mais surtout dans l'idée qu'il puisse y avoir au Japon une période idéale, fût-elle le Japon réinventé par les savants.
Pour faire vite, donc, Motoori incite sur une lecture philologique au service d'une sorte de vérité immuable et de ce qu'on lui a fait dire après, une religiosité primitive toujours agissante dans les textes des grandes collections mythographiques et littéraires japonaises. Akinari, lui, là aussi pour raccourcir, prône une sorte de méthode historico-critique fondée sur l'empirisme, la comparaison de différentes versions existantes et le refus de penser. Souvent d'ailleurs, quand on lui disait qu'il y avait cette mythologie japonaise qui était au centre du monde, il montrait des cartes du monde qui existaient ou des maps mondes qui avaient été faites à partir des jésuites, notamment celle de Ricci. Il lui montrait des cartes du monde pour montrer que justement le Japon n'était pas au centre du monde et ne pouvait encore moins être le dépositaire d'une inconnaissable vérité. Donc il a adopté, sans renier totalement la religion locale, mais on pourrait dire l'attitude d'un Schleiermacher, le nom d'ailleurs en allemand voulant dire le faiseur de voile, ça tombe assez bien pour ce qu'a été Akinari. L'un des professeurs, du coup en passant du côté de Bernard Franck, côté d'Akinari, qui m'a beaucoup influencé, à qui je dois beaucoup, et qui est le professeur Takada Mamoru, résume cette querelle de manière assez réjouissante. Il dit « c'est l'opposition d'un médecin doué, donc Motoori, qui a une solide clientèle, qui porte son attention sur l'étude des textes anciens, et une personnalité, également formée aux études médicales chinoises, mais que son ironie mordante isole, alors là, vous allez reconnaître, ce n'est pas évidemment Takada Mamoru, du bétail ahuri des humains, et protège de toute forme d'idéal en dehors du commerce avec ses amis. Mieux encore, Takada, dans un texte un peu ironique, dit que dans l'attitude face au texte ancien de Motoori, derrière les deux, il reconnaît l'érudition, mais il dit que chez Motoori, il y a la foi aveugle du campagnard, et chez Akinari, il y a le scepticisme critique du citadin. Très rapidement, Hagai Aichi, qui va être l'un des fondateurs de la philologie moderne au Japon, qui meurt 1867-1927, je vous passe le détail, donc, mais il va essayer de dire que finalement le Japon n'a pas besoin de s'inspirer tant que cela de la philologie allemande. La tradition des études nationales, revue et un peu corrigée, va très bien. Mais il va définir donc Motoori comme un véritable représentant des études nationales et un modèle savant à imiter. Je traduis le texte. Tandis qu'Akinari demeure à ses yeux un wagakusha, une sorte d'antiquaire qui étudie les textes anciens japonais. Donc, pour comprendre en fait l'itinéraire intellectuel qui va conduire Akinari à la composition de son recueil le plus connu, au point d'occulter l'inépuisable richesse de son œuvre, il convient de rappeler cette disposition naturelle qu'il portait vers l'écriture plus que vers les affaires. Tandis qu'il s'adonne à la littérature divertissement au haikai, sous le nom lettré de Zoen, il fréquente deux lettrés sinisants. L'un est très connu, Fujitani Nari Akira, qui meurt en 1779. Le second, Katsube Seigo, les moins, meurt en 1788. Il l'initie, le mot est faible, à la lecture des textes chinois vernaculaires. Le premier pour frère cadet Minakawa Kien, donc je passe, c'est un des plus grands lettrés sinisants de l'époque, qui a à peu près formé 3000 élèves, ne serait-ce que dans le Japon de l'Ouest. Le second, moins connu, est un grand admirateur de Chiyo, donc l'auteur des Nouvelles Histoires en mouchant la chandelle, recueil de contes fantastiques daté de 1378, aux alentours de 1378, et qui a circulé à partir de 1400. Les Japonais l'ont connu à travers des éditions commentées d'abord en Corée, et puis ensuite en japonais. Et donc Seigo lui-même a composé au fil de la plume des essais en 5 livres qui s'appellent « Essais en mouchant la chandelle », donc qui sont directement inspirés de l'original chinois. On en connaît 2 copies au Japon, il y en a une autre en Irlande dans une collection privée, et le texte est de 1785. Dans le 3e livre, il parle de la capacité d'émotion, donc je cite, des contes fantastiques de Chine, et il établit de judicieuses comparaisons entre les pièces de Zhou Luli, le Jinping Mei, Florent Fiole d'Or, Au bord de l'eau, et d'autres textes chinois célèbres. Donc ça serait une chose étudiée, ce serait matière à une autre communication. Je ne résiste pas, puisque vous êtes resté, vous avez le courage de rester jusqu'ici, à vous citer une phrase de Seigo qui a tout le temps été plagiée depuis que je fais des études japonaises. Donc maintenant, j'ai enfin pu savoir qu'évidemment, rien ne s'invente, il n'y a pas de fumisterie sans feu. Et donc là, voilà la phrase de Seigo que je vous livre telle quelle, qui n'a rien à voir avec ma communication, mais qui dit « Le Japon est un pays habile. Ce n'est pas un pays où l'on conçoit avec habileté des choses originales, on y imite celles qui viennent de Chine, mais on parvient à dépasser celles-ci, à les porter à la perfection. » Vous aurez peut-être l'impression d'avoir déjà entendu cela, mais c'est un Japonais qui l'a écrit. L'Ugetsu Monogatari a été souvent interprété, notamment dans les années 60 et 70, comme une tentative d'associer 2 des grandes catégories esthétiques de l'époque d'Edo, le raffiné ou le recherché ga, et le vulgaire populaire, donc zoku. Cette grille de lecture n'est pas dénuée de fondement, mais encore faut-il préciser ce que l'on entend par ces 2 termes. Le raffinement, c'est en gros les théories les plus probantes et je vais dire les plus facilement
utilisables sont celles d'un lettré chinois, Guillaume Nankai, qui dit que c'est l'élégance et la clarté. Donc c'est par excellence l'approche chinoise. Le lexique d'Akinari, puisqu'il faut rentrer un peu ouvrir le moteur, emprunte volontiers aux grands chefs-d'œuvre de la littérature japonaise, et tout particulièrement dans son choix d'archaïsme choisi avec un plaisir évident à des textes tels que le Kosiki, le Manyosu, les contes d'Issei, Issei Monogatari, Kokin Wakasu, donc, et le Genji Monogatari, le roman de Genji. Il convient de noter que ces textes, pour faire vite, faisaient partie de la vulgate des partisans des études nationales. Ils eurent pour effet de complexifier la lecture de l'Ugetsu Monogatari tout en l'associant délibérément avec la littérature de cour de l'époque Heian. Les graphies adoptées, en revanche, par Akinari font écho à la littérature chinoise, certes classique, mais souvent vernaculaire, donc baihua. Quand je dis vernaculaire, c'est le vernaculaire des Ming et même un peu avant, et qu'il utilise en mélangeant les deux. D'ailleurs, dans l'Ugetsu Monogatari, aucune histoire ne se passe à Kyoto. Tout se passe dans la capitale, mais les paysans parlent une langue extrêmement lettrée. Pour ceux qui ne mesurent pas, dans les textes, bien sûr, de Heian, mais même du début de Kamakura, quand on va à Uji, au site de Kyoto, on tombe vraiment, en fait, c'est l'abomination de la désolation, on tombe chez les sauvages. Donc là, tout se passe à la campagne, mais tout le monde parle un japonais parfaitement lettré. Et ça a permis de dire que cette espèce d'aporie philologique qu'il réussit à réunir en un seul texte, Takada Mamoru, encore lui, a parlé de grand nord du récit de la fiction, dans l'histoire du Japon. Je parle très rapidement des sources de l'œuvre, étudiées par le regretté Nakamura Hiroyasu, et qui complétée depuis. On compte à peu près 70 à 80 sources chinoises directes, sans doute une centaine si on prend juste les expressions, l'usage de caractères, et environ 130 à 140 sources japonaises, si on là aussi on s'en tient. Le compte n'est pas exhaustif. Donc en fait, Akinari, ce qu'il va essayer de faire, c'est un axe, en fait, en quelque sorte, il va y avoir pour axe vertical un mélange d'une infinie subtilité de sources, entre guillemets, exotiques, à savoir celles des contes, des anecdotes chinoises, des fictions en langue vernaculaire. Je vais passer sur le fait, ou le processus par lequel elles sont devenues déchiffrables, les moines de l'école Obaku, les interprètes de Nagasaki, certaines encyclopédies de l'école Linzai, les spécialistes d'études chinoises, Kangaku, et un axe horizontal qui met à contribution la tradition des classiques japonais. En renversant certains de ces codes et en subvertissant les modes d'utilisation des classiques de son propre pays, il a donné ses lettres de noblesse à une forme littéraire nouvelle, le conte étrange, kaidan, dans laquelle l'allusion, le pastiche, la citation sont en eux-mêmes des méthodes de composition, et qui en réalité, malgré l'étiquette populaire, soku, qu'on a voulu coller à ce genre de littérature, ressortit vraiment au raffinement littéraire. Je rappelle le gradient de la littérature de l'époque d'Edo, ça marche pour d'autres époques. Donc Gamiyabi, ce qui est raffiné, Zoku Iyashi, ce qui est vulgaire, Sei Tadashi, ce qui est selon la norme, et Ki Hayashi, ce qui est excentrique ou ce qui est bizarre. Donc on peut ensuite jouer en fait. Alors les leçons de la préface, j'ai montré, voilà, donc je laisse mes collègues peut-être sinologues et historiens de l'art méditer ces deux exemples. Le bon statué, je passe à la suite. Donc la préface de 1768, je ne rentre pas sur les questions toujours débattues par les spécialistes des étapes de la composition de l'Ugetsu Monogatari, mais ici, à plus modeste échelle, je reviens sur le contenu d'un texte qui, à qui sait le lire, fournit la clé la plus importante pour comprendre son ambition et sa structure circulaire. Et les rédiger, j'avance un peu et je vous permets de vous exercer, peut-être pas comme ça vous plaît moins. Voilà la fin, et voilà. Donc, sa pratique est attestée depuis longtemps, donc la préface en sino-japonais, et elle devient la norme dès la seconde moitié du XVIIe siècle, dans les milieux lettrés avec lesquels Akinari s'identifie. Il s'agit d'affirmer non seulement son talent, la composition latine, que beaucoup d'entre nous avons pratiquée, mais aussi sa capacité à se situer dans un milieu qui fait de la maîtrise de la composition en chinois un rite de passage obligé. Quelques spécialistes de littérature japonaise, Ibi Takashi par exemple, continuent à pratiquer l'usage des préfaces en sino-japonais. Aujourd'hui, ce goût chinois, tout comme celui pour les choses étranges, redécouvert par les textes, les objets d'art venus des continents, les objets de la vie matérielle, et partagé par nombre de ses amis, à commencer par Kimura Kenkado, donc 1736-1802, qui fut, pour le dire vite, le plus grand antiquaire, collectionneur et géant du savoir de l'époque d'Edo. Akinari le connaît depuis 1773. C'est l'année d'ailleurs où il prend le nom d'Akinari, où il adopte le nom lettré d'Akinari.
Le choix linguistique du chinois classique, chez un auteur qui maîtrise à la perfection le japonais littéraire, lui permet d'affirmer son goût pour les lettres chinoises, y compris dans le choix d'expressions rares, de nature à impressionner certains lecteurs, mais aussi sa relation entre les deux langues, qu'il refuse de dissocier entièrement. Donc, dès le début de ce court texte, minutieusement ciselé et travaillé, Akinari place son recueil sous un double patronage. Regardez bien l'ordre, enfin je vais le décrire. Le premier, c'est le chef-d'œuvre. Alors, je crois que Vincent Durand-Dastet sera là cet après-midi, peut-être est-il là dans la salle, je ne le vois pas, enfin, je n'ai pas mes lunettes. En tout cas, au bord de l'eau, donc il mentionne, Shueirujuan, et donc Suikoden au Japon. Et donc l'histoire, pour faire très très vite, l'histoire d'au bord de l'eau, je pense que Régnier pourrait le faire mieux que moi, mais en fait, se passe à l'époque des Song. Il raconte l'histoire de 108 brigands rassemblés sur le mont Liang, ou les marais de Liangshan. Ils forment une armée. Ils sont amnistiés dans les versions plus longues, après de multiples épisodes, et envoyés combattre des envahisseurs étrangers et autres rebelles potentiels. Les personnages que vous avez vus, on revient, j'en montre quelques-uns. Wusong, le pèlerin, Lin Chong, tête de léopard, j'utilise la traduction de Jacques Dars, Lu Jishen, le bonze tatoué. Vous notez un unicum, puisque là, le bonze est tatoué, mais chez Kuniyoshi, cet estampes-là n'est pas fini, donc il n'a pas eu le temps de graver le tatouage. Donc il y a eu un problème, en fait, lors de la gravure de la planche. En fait, il n'a pas pu donner ses instructions au dernier moment. Donc cet estampe-là est unique, puisque c'est la seule où le bonze tatoué n'a pas de tatouage. Vous l'aviez deviné. Et, donc il est, en fait, il utilise donc ces langues rares. Excusez-moi, j'ai perdu la page numéro 15, je vous rassure, je ne vous inflige pas. Voilà, beaucoup plus longtemps. Et donc, les aventures d'au bord de l'eau incluent quand même des massacres, des scènes de cannibalisme, d'ivrognerie, de viols, assez loin de l'image édifiante que l'on pourrait se faire de la littérature en langue chinoise, qui était comme censée fournir une lecture un peu courte. En tout cas, il a exercé une influence déterminante sur la littérature de l'époque d'Edo. J'espère qu'il n'y aura pas de questions, mais là, je pourrais retracer effectivement l'introduction non seulement des textes, les premières adaptations. Et le second texte qu'il mentionne, donc dans la préface, je ne peux pas avoir le pointeur. Attendez, je reviens sur le... Voilà. Et là, le pointeur. Voilà. Et donc là, c'est le... Ah oui, bon, ben, trop tard. Donc ce n'est autre que le Genji Monogatari. C'est le classique parmi les classiques, célèbre et célébré, sujet de toutes les attentions des philologues, des érudits, des tenants des études nationales. Il suit donc le Genji Monogatari, l'exposé de Madame Terada vous l'a amplement expliqué. Porté, dans une langue classique japonaise, porté un rare de perfection, la vie à la cour et les aventures galantes d'un héros fragile. Genji le lumineux, prince impérial d'une beauté extraordinaire, qui ne peut accéder au trône, et qui, je vais scandaliser, mais par un peu de désœuvrement, se consacre à la poésie et à la poursuite des femmes. Parfois, d'ailleurs, quand celle-ci leur réside, au moins pour un épisode du frère de Tsusemi aussi. Voilà. Mettre sur le même pied un texte moderne associé aux notions de rébellion et dont les héros sont des bandits avec un roman psychologique se passant au début du XIe siècle à la cour japonaise est une provocation littéraire assez rare. Quel point commun en effet trouver entre l'aristocrate poète désœuvré allant d'aventure en aventure et un roman qui, même dans la version expurgée en 70 chapitres, la plus lue en Chine, fait l'éloge de la plus dangereuse des vertus confucéennes, le droit de se révolter contre un pouvoir injuste. Quel rapport établir entre une langue vernaculaire marquée par les nombreuses tournures proches de l'argot, du moins dans la langue parlée chinoise que le texte est censé refléter, et une œuvre qui symbolise à elle seule la pureté, entre guillemets, de la langue japonaise? Pour le dire en d'autres termes, Akinari mêle une esthétique de l'impermanence inspirée du bouddhisme, déclinée au fil des amours et des saisons, avec une autre esthétique issue du confucianisme, notamment de Mencius, mais détournée, renversée, dans laquelle les brigands sont des symboles d'honneur, tandis que les mandarins, le pouvoir officiel, sont associés à la corruption, aux abus, à l'infidélité sexuelle, bégaiement curieux, et à la décadence morale. Associer une langue vulgaire chinoise, la langue vernaculaire chinoise avec le japonais littéraire n'est qu'une autre manière d'évoquer les deux sources de la fiction et de l'écriture japonaise, et d'instituer entre elles une circularité qui donne sa dignité et sa saveur au texte. Voilà une revendication bien digne du maître en ironie qu'est Akinari, mais qui signale l'originalité de la situation linguistique du Japon. Situation, on en a vu différentes étapes ce matin, qui, bien que pluricirculaire, est ressourcée par l'accès aux sources en chinois vernaculaire et trouve là l'une de ses défenses et illustrations les plus provocatrices. C'est aussi, comme c'est les passages que j'ai indiqués en rouge, pour ceux qui lisent le chinois ou le japonais, ou le japonais, on y évoque la punition réservée aux auteurs de fiction dans leur descendance ou dans leur sort dans l'au-delà. Mais c'est un plaisant artifice rhétorique.
donc les 3 générations d'enfants muets ou la chute aux enfers de Murasaki, bien documentée. Quant au bec de lièvre, par exemple, qui apparaissent ou au nez écrasé, ceux-ci ne sont pas dus à la pratique de sports violents, mais c'est une citation du Sutra du Lotus, donc on voit que là aussi, il y a une... Mais en réalité, Akinari joue avec cela. Ces châtiments-là peuvent bien menacer l'écrivain, il a une conscience d'être écrivain, c'est-à-dire la naissance de la conscience d'être écrivain, car sa plume alerte musicale vivante fait percevoir à son lecteur les sentiments et les intermittences du cœur. Le ton modeste qu'il adopte pour parler de son propre recueil, c'est un peu plus bas dans le texte, il parle du caractère oiseux, négligé de son texte. Mais ce n'est qu'un autre leurre. En fait, il veut se situer dans le sillage de ces 2 livres illustres, et il entend, par cette ironie qui lui est coutumière, affirmer qu'il écrit, lui aussi, un classique pour les temps nouveaux. Donc la préface, je simplifie, est une manière pour Akinari de montrer ce que son œuvre doit à la fois aux lettres chinoises et à celles du Japon. Il arrive à élaborer, en puisant dans la littérature chinoise et japonaise, un style néoclassique qui combine à la fois les qualités lyriques de l'approche japonaise ancienne et les vertus narratives des récits chinois, tout en ne se départant jamais du raffinement, dont son écriture se veut le reflet. La majesté du style classique japonais, la splendeur gracieuse de son rythme, certes tempéré par le genre choisi, à l'époque le conte fantastique, Kaidan, n'est pas très reconnu, il en existe qui sont beaucoup moins raffinés, beaucoup moins littéraires, qui sont un genre très populaire. Le terme d'ailleurs apparaît vers 1750 en japonais, en relation avec les restes chinois, rendent possible d'alterner cadence et parallélisme issus du chinois, mots oreillers, makura kotoba, propre au japonais littéraire. La maîtrise de la syntaxe atteinte par Akinari est une source constante d'émerveillement. L'un des grands dramaturges japonais, moderne, Chikamatsu Monzaemon, qui meurt en 1724, aime à dire cette phrase que beaucoup d'entre vous doivent connaître et qui pourrait presque résumer en fait ce colloque, que quand les Japonais se coiffent à la chinoise, ils utilisent des peignes japonais, mais que quand ils adoptent une coiffure japonaise, ils font appel à des peignes chinois. Tant les 2 cultures sont, si j'ose dire, comme les cheveux, en fait, emmêlés. Depuis la préface en sino-japonais jusqu'aux dernières phrases du recueil, Akinari orne son texte de caractères et d'expressions rares, bien qu'au-delà de ce qu'un certain pédentisme semblerait, bien au-delà de ce que le pédentisme devrait exiger, et leur donne des lectures japonaises sur la droite de chaque caractère, qui, tout en rendant le texte compréhensible, n'hésitent pas à puiser dans les classiques les plus anciens, à commencer par le Manyoshu. Et donc, du coup, on se retrouve avec des personnages qui dialoguent comme s'ils parlaient la langue du Manyoshu à travers un décalque de caractères chinois assez complexe. Situation linguistique assez amusante. Si j'osais un rapprochement, et je conclurai ensuite, à la lumière de la subtilité des jeux linguistiques de ce livre, on aurait pu citer quelques vers célèbres qui me sont revenus à la mémoire en écrivant en hâte ce texte. Changeons en notre miel les plus antiques fleurs, pour peindre notre idée, empruntons leurs couleurs, allumons nos flambeaux à leur feu poétique, sur des pensées nouveaux, faisant des vers antiques. André Chénier, ça vous plaira, à l'opéra aussi d'ailleurs, c'est très bien. Enfin, et enfin, pour finir, je vous mets une illustration, je vous parlais de ce qu'on pourrait dire l'empereur et le poète, une lecture très rapide de Shiramine. J'aurais pu choisir 2 textes. L'un des personnages les plus importants de l'histoire littéraire, dont la place s'avère très importante dans l'Ugetsu Monogatari, n'est autre que le moine Saigyo. Ceux qui ont suivi les conférences du professeur Jean-Noël Robert le savent et en sont intimement persuadés. Il est mentionné pour la première fois dans les annonces publicitaires des livres à paraître à la fin d'un ouvrage d'Akinari. L'ouvrage s'appelle Seken Tekagegatagi, caractère, on aurait pu dire tempérament, si on parlait comme Michel Audiard, des maîtresses qui connaissent leur monde, qu'il publie en 1767. Et à la fin, donc dans les à paraître, vous avez un livre qui s'appelle Saigyo Banashi, Utamakura Some Furoshiki, histoire de Saigyo, site poétique enveloppé dans un foulard coloré. Son personnage joue un rôle essentiel dans l'Ugetsu Monogatari. Akinari est un homme un peu atrabilaire, comme j'ai dit, donc il trouve encore quelques vertus à Saigyo, il n'aime pas beaucoup Basho. Bon, ça, c'est pas à moi de le discuter. Et la nouvelle Shiramine, on lit Shiromine, d'ailleurs, je crois que quelqu'un a fait le pèlerinage de Shikoku voici quelques années, c'est encore Shiromine, se passe dans une montagne située à proximité du village côtier de Matsuyama, sur l'île de Shikoku, dans l'ancienne province Sanuki, actuel département de Kagawa. Vous allez me dire, tous ces noms-là, ça ne dit pas grand-chose. Mais pour un lecteur japonais à l'époque, ça n'évoque qu'une seule figure illustre de l'histoire japonaise, celle de l'empereur Stokuten no Sanukin, l'empereur retiré de Sanuki, qui, à la suite de révoltes, qui se lie d'ailleurs avec la communication du professeur Suzuki, a été banni en ces lieux, à l'écart du monde, où il meurt consumé par la haine obsessive. C'est l'entrée de ce vocabulaire-là qu'on va retrouver chez Bakin, qui va définir le yomiron, Moshu,
ou Mosu, si on lit de manière bouddhique. Et d'ailleurs, on parle même de cette haine obsessive qui ennuage son cœur, Mosu no Kumo. Il a été enterré dans ces lieux, puis, afin d'éviter que sa malédiction continue à s'étendre, commémoré par un monument à sa mémoire, et ensuite un autre petit sanctuaire à côté de Doshisha, aujourd'hui à Kyoto, qui est entouré de nids de guêpes, et où apparemment, si on arrive à les prier jusqu'au sanctuaire, ça prouve qu'on est vertueux, parce qu'on a évité d'être piqué. Parmi les vies brèves auxquelles j'ai travaillé ces dernières années, donc dans mes cours, figure une vie en fait de l'empereur Sutoku, qui du livre à la scène, en passant par les arts plastiques, je ressonge à la communication précédente, et l'histoire des monuments compose un chapitre assez passionnant de l'histoire japonaise. Le conte n'a que 2 personnages, d'où le fait qu'on ait pu comparer entre le Waki et le Shite dans le No, le moine Saigyo et l'empereur retiré Sutoku. Le premier a servi en sa jeunesse le second, en sa qualité de garde au palais impérial, avant d'entrer en religion en 1140, sous le nom d'Enyi. Enyi, donc celui dont le rang est arrivé à plénitude, à maturité. Donc, mais en revanche, phonétiquement, quand c'est murmuré dans le noir d'une forêt, comme va l'interpeller le fantôme de l'empereur que vous voyez là, ça prend un tout autre relief. Le texte commence donc par un Michiyuki itinéraire poétique formé par un collage de 2 passages d'un très célèbre recueil d'anecdotes bouddhiques, connu sous le nom de Senzusho, les extraits d'un florilège. Je vous renvoie encore, pour connaître ce texte, au cours du professeur Jean-Noël Robert, qui date du XIIIe siècle. Il a longtemps été attribué à Saigyo et lu d'ailleurs comme une vie fictive de celui-ci. L'anecdote du Senzusho elle-même, là je n'ai pas le temps de développer, s'inspire d'ailleurs de poèmes de Saigyo, qui sont réunis dans son anthologie personnelle, le Sankashu, recueil d'un ermitage dans les montagnes. Je cite très vite, alors excusez-moi pour la citation, voilà quelques sources japonaises dont Akinari fait usage dans ce texte. Hogen Monogatari, les désordres Hogen, créés par Sutoku. Heiji Monogatari, récit des désordres Heiji, ceux qui suivent. Heike Monogatari, Genpei Seisuiki, Taiheiki, donc toutes les chroniques et les épopées militaires, avec l'idée que tous les malheurs qui se produisent sont quand même liés à son influence funeste. Une pièce de nom intitulée Matsuyama Tengo, les démons volants de Matsuyama. Une pièce de Joruri, très récente, qu'Akinari a vue en fait 2 fois, écrite par Takeda Izumo, qui s'appelle Vie retirée de l'empereur Sutoku à Sanuki, Stokuin Sanuki Denki. Enfin, d'un imposant volume du confucianiste Hayashi Razan, je pense très bien connu de François Massé, Honsho Jinjaku, donc recherche sur les sanctuaires de notre pays, composé entre 1638 et 1645, dans une perspective qui vise à éliminer tous les héritages bouddhiques de l'histoire des lieux de culte consacrés à la religion locale. Plusieurs écrivains, Mishima, Tanizaki Junichiro, ont vu dans cette nouvelle le chef-d'œuvre du recueil. Ça, c'est plus discutable, enfin, c'est une affaire de goût. Mais Akinari, qui a fait dire à Mishima que la nouvelle porte à son paroxysme le génie de la langue japonaise, par un artifice stylistique extraordinaire, parvient presque une moitié de la nouvelle à faire en sorte d'abolir, par cette disparition du sujet grammatical, d'abolir réellement le sujet, en fait, savoir c'est en fait la frontière entre le narrateur et le protagoniste pendant un temps, et laisse le lecteur dans l'incertitude. S'agit-il d'un récit à propos de Saigyo ou d'une histoire racontée par Saigyo? Mais ce principe d'incertitude guide aussi, je vais conclure avec cela, les choix des références et de la joute oratoire qui oppose le moine au souverain mort. Parmi les sources chinoises auxquelles Akinari fait appel dans cette nouvelle magistrale, et qu'il place après mûre réflexion au seuil du recueil, on trouve les entretiens de Confucius, le classique des vers, le Lao Tzu, le Sutra du diamant, le Sutra du lotus, qu'on l'a vu précédemment, les 5 offrandes diverses, alors je ne sais pas si ça marche comme ça, mais voilà, pour le... Donc, et puis ensuite, il essaie de mélanger en fait tous ces textes. Pourquoi les 5 offrandes diverses? Donc les Japonais ont connu ce nom de Gozasso. C'est parce que dans ce texte, on rapporte un grand fait étrange. En effet, tous les bateaux qui ont voulu introduire le Mencius au Japon auraient sombré dans de terribles tempêtes. Il n'empêche, le Mencius va être cité par l'empereur. Un empereur mort cite le Mencius, et avec une éloquence rare, et le moine, lui, s'oppose à l'auguste fantôme. Pourquoi il cite le Mencius? Parce que dans le Mencius, il l'utilise pour justifier son droit, même post-mortem, à se rebeller contre l'injustice qu'il a frappée. Pour faire vite, il a un frère. En fait, alors, le frère a un fils, donc qui devient empereur. Le fils meurt. Ça devrait être le fils de Sutoku. Ça devient une autre lignée. En même temps, son frère n'est qu'un demi-frère, parce que semble-t-il, Sutoku aurait été en fait conçu par son grand-père. Si je ne me trompe pas, ou peut-être par son...
En tout cas, le moine s'oblige à un fantôme qui est l'empereur, donc il fait parler l'empereur, et l'empereur revendique le droit à se rebeller contre l'injustice. Et il tire des exemples de l'Antiquité chinoise pour défendre une notion de la légitimité impériale, qui est celle du mandat céleste, et qui, quand on n'a plus le mandat céleste, on redevient un individu commun. Et Saigo, lui, insiste, je cite, sur les héritiers de la déesse solaire dont la lignée n'a jamais été interrompue. Donc le moine reprend le discours sur la religion locale, l'empereur reprend le discours sur la religion chinoise. Et il rejette, bien sûr, Saigo, que quiconque, fût-il empereur, puisse s'affranchir de ce principe cardinal. Le lecteur attentif donc découvre en revanche dans le discours de l'empereur plusieurs références au Mencius, qui est cité directement, et à ces temps troublés de la Chine ancienne, mais qui, par parallélisme, sont aussi ceux de l'époque où vit Sutoku, tant à propos desquels, je cite Jean Lévy, qui a écrit que les conduites ne se mesurent plus à l'aune de la morale, mais de l'efficacité. Mencius, dans un exemple célèbre, justifie ce qu'on pourrait appeler le devoir de régicide. Plus étrange encore, il n'est pas sûr que la réfutation du Mencius et la critique de la vengeance posthume de l'empereur marchent. Akinari laisse son lecteur deviner, puisqu'en fait, après, ça finit par la description des cataclysmes que Sutoku a réussi à produire, donc on n'est pas sûr que la citation du Mencius et que le discours du moine est abouti. Tout au contraire. À relire l'histoire, il semble que ces malédictions aient abouti. Derrière la dénonciation du Mencius se lit en filigrane l'héritage de la pensée de Kamono Mabuchi, avec qui Akinari a été ami, qui, dans son Kokuiko, Réflexion sur l'esprit national, n'a pas de mots assez durs pour condamner le savoir chinois, à commencer par le néo-confucianisme, et surtout pour Mencius. Le passage est lequel? Un roi chinois de l'Antiquité, quasi mythique, le dernier roi des Shang, le roi Zhou, est tué par le roi Wu. Donc, et Zhou a pour concubine Daji, ou Daki en japonais, alors qui a été très populaire au Japon parce qu'elle a été la femme fatale par excellence, vénéneuse, soi-disant une femme renarde, et qui était particulièrement portée sur la torture. Faire adopter par Saigo la doctrine d'un ennemi juré du bouddhisme et du confucianisme et mettre dans la bouche d'un empereur les théories sur le régicide de Mencius, ce n'est pas banal. Le texte du Sutra du Diamant et les prières du moine deviennent anecdotiques. Le langage bouddhique, d'ailleurs, chez Akinari, qui est très maîtrisé, a une fonction assez souvent ornementale. Je vous ai montré quelques exemplaires de l'édition xylographie originale du livre, qui ne comporte aucun signe de ponctuation. Donc, je reviens, là c'est la préface, effectivement, mais il n'y a pratiquement aucun signe de ponctuation, c'est ce signe ovale, et un tout petit retrait dans le texte, alors là c'est juste la préface en kambun pour les poèmes, donc les waka. Mais le passage d'un interlocuteur à l'autre, en fait c'est le lecteur qui le fait lui-même, et qui parfois, comme je l'ai dit, n'est pas toujours évident. L'exemple le plus criant dans l'histoire japonaise se justifie par un penseur chinois controversé, au point d'en être quasiment interdit au Japon. Vous me pardonnerez donc ce bref galop à travers les méandres de l'écriture d'Akinari dans l'Ugetsu Monogatari, qui montre comment, en inventant un nouveau style néoclassique, parfois imité, alors j'aurais voulu avoir plus de temps pour parler de Bakin, mais jamais égalé, l'auteur a été capable de repenser et de fondre, en un ensemble à la fois érudit et harmonieux, les formes chinoises et japonaises du langage et de l'écriture qui définirent longtemps cette spécificité de la langue de l'archipel. Les phénomènes hiéroglossiques sont néanmoins ordonnés selon une loi presque plus forte qui les domine, qui est celle de l'analyse des sentiments humains. Et c'est là où ce qu'on a appelé plus tard l'Ugatsi, mais qui est vraiment la naissance d'une sorte de roman psychologique sous les dehors du conte fantastique. Et donc ces sentiments humains sont le jour de la haine, de l'obsession, du ressentiment, de la passion amoureuse. C'est avec, grâce à son innovation stylistique, la plus grande contribution du recueil à l'histoire littéraire. Akinari s'y montre expert dans l'analyse des ressorts du cœur humain. Pour y arriver, il fallait qu'il parvienne, par le truchement des contes chinois et des romans vernaculaires, à subvertir et à refonder l'écriture du japonais classique. Son livre introduit à l'une des plus grandes thématiques de la littérature de la seconde partie de l'époque d'Edo, présente depuis l'Antiquité. À la voie royale et à la loi bouddhique s'oppose ce que Fritz Lang a sans doute appelé dans son chef-d'œuvre de 1954 le désir humain, qui est une adaptation de La bête humaine. Et j'espère qu'à travers ces illustrations qui feront l'objet d'une exposition prochaine en fait, aux États-Unis à laquelle je suis associé, cela non seulement vous ouvrira l'appétit, mais vous donnera la joie et l'envie d'entendre mes collègues sinologues cet après-midi. Je vous remercie.